RRF Chroniques africaines. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'actualité africaine de ces dernières semaines, mais avec un angle un peu particulier. On va regarder ça à travers les yeux de la presse italienne. Oui, c'est une approche intéressante. On a plusieurs sources, des dépêches d'agences comme ANSA.it, des articles de fond de Rivista Africa et aussi des analyses d'Africa Express. L'idée, c'est vraiment de voir quel portrait du continent émerge. Et ce qui est fascinant, c'est que ça nous éloigne tout de suite des clichés. Exactement. On voit émerger 4 grands thèmes: l'économie, la géopolitique, le social et puis l'environnement. Alors, commençons à décortiquer tout ça. C'est une excellente idée. Et puis, regarder à travers un prisme étranger, ça en dit autant sur l'Afrique que sur la manière dont elle est perçue. On va parler de choses complètement inattendues, loin des images habituelles. Et cette effervescence, on la sent dès le premier thème, l'économie. C'est un domaine de contraste saisissant. Prenez la bourse de Johannesburg, par exemple. D'accord. Le 28 janvier, une dépêche annonce une hausse. L'indice qui gagne 1%, tiré par les prix de l'or, des métaux. On se dit « super, tout va bien ». Classique. Un indicateur positif, on est content. Sauf que, même pas une semaine plus tard, le 2 février, autre dépêche. La même bourse est en baisse. La raison? Un tracolo, le mot italien est fort, un effondrement des prix des métaux précieux. Ah oui, carrément. En quelques jours, on passe du sommet à la chute. C'est vertigineux. C'est juste un coup de malchance, ça, ou ça révèle quelque chose de plus profond? Ah non, c'est bien plus profond. Ça montre à quel point certaines des plus grandes économies du continent restent suspendues aux cours mondiaux des matières premières. Elles sont sur un fil en quelque sorte. C'est exactement ça. L'or monte, Johannesburg sourit. Les métaux chutent, Johannesburg s'inquiète. C'est une dépendance qui crée une volatilité énorme. Et c'est pas un cas isolé, hein. On voit ça ailleurs. Oui, on voit ce même pari sur les ressources. Par exemple, une source mentionne que la Tanzanie va investir 100 millions de dollars dans les mines de cuivre de la Zambie voisine. C'est un signe de confiance, mais c'est toujours le même secteur. On mise sur ce qui a de la valeur sur le marché mondial. C'est logique. Mais j'imagine qu'il y a un revers à cette médaille. Et quel revers! Il y a un article d'Africa Express qui nous emmène au Botswana. Autre géant minier, mais là, c'est le diamant. D'accord. Et là, l'effondrement du marché du diamant, c'est pas juste un chiffre sur un écran. L'impact est direct, brutal, et là où on ne l'attend pas. Les hôpitaux manquent de médicaments. Il me paraît pas évident, là. Comment c'est possible? Et pourtant, la chaîne de conséquences est très directe. Quand votre principale source de revenus à l'export, et donc de devises, s'effondre, c'est tout le budget de l'État qui souffre. Forcément. Et les premières coupes, ou en tout cas les premiers retards de paiement, se font sur les importations, y compris les médicaments. On passe d'un marché du luxe qui vacille à New York à une crise de santé publique à Gaborone. C'est ça, la réalité de la mondialisation pour un pays dépendant. C'est un contraste absolument saisissant. Et ce jeu de contraste, on le retrouve au Zimbabwe, mais différemment. Une dépêche annonce une nouvelle qui, sur le papier, est géniale. L'inflation est tombée à 4,1%. Son plus bas niveau en 30 ans. On devrait sabrer le champagne, non? On pourrait. Mais ce serait oublier de lire la suite. Et c'est là qu'est tout le piège des grands indicateurs. Ah. Sur le papier, le chiffre est excellent. C'est un pas vers leur vision 2030. Mais les articles précisent tout de suite que les taux de pauvreté et de chômage, eux, restent dramatiquement élevés. Donc, pour les gens, au quotidien, Ça ne change rien. Pour l'instant. Cette victoire sur l'inflation, le citoyen lambda ne la ressent pas dans son assiette ou dans sa recherche d'emploi. on a donc des économies qui dansent au rythme des matières premières, des indicateurs qui cachent la réalité. Le tableau est assez sombre, finalement. Sombre, mais pas que. Pour nuancer, les sources mettent aussi en avant de belles réussites. Prenez la Côte d'Ivoire. D'accord, allons-y. On apprend que la loterie nationale, la LONASI, a fini 2025 avec un chiffre d'affaires record d'1 milliard. 1 milliard. C'est présenté comme un vrai pilier de l'économie. Et là, on n'est pas sur les matières premières. Non, on est sur une économie de services basée sur la consommation intérieure. C'est un modèle potentiellement beaucoup plus stable. Et justement, cette stabilité, elle est vite menacée quand les tensions politiques s'en mêlent. C'est le deuxième grand thème qui ressort partout, surtout quand on regarde vers la République démocratique du Congo. Ah, la RDC. Et le Nord Kivu en particulier. C'est un concentré de toutes les crises. Les drames se superposent. Il y a d'abord cet effondrement d'une mine à Rubaya. Oui, j'ai vu ça. Les chiffres sont terrifiants. Une dépêche d'ANSA, qui cite Reuters, parle d'un bilan
effroyable, plus de 200 morts. Et pourtant, un autre article de Revista Africa, quelques jours après, dit que le bilan reste incertain. Cette confusion, c'est terrible en soi. Exactement. L'incertitude elle-même est une information sur le chaos ambiant. Et ce n'est qu'une partie de la crise. Au même moment, à côté, à Rutshuru, une centaine de personnes disparaissent. Une centaine. Surtout des jeunes du clan Bweto. C'est si grave que l'ONU a dû envoyer une mission de surveillance. Donc vous avez une crise humanitaire minière et juste à côté, une crise sécuritaire communautaire. Et ce schéma de paix fragile qui se brise, on le retrouve ailleurs ? Malheureusement, oui. Les sources décrivent la situation au Soudan du Sud comme toujours plus incandescente. L'accord de paix de 2018, Qui avait suscité tant d'espoir. c'est en train de voler en éclats. On parle de massacres, d'un retour à la guerre civile. Et il y a cette info, très brève mais explosive, la mort de Saïf al-Islam Gheddafi en Libye. Si c'est vrai, ça pourrait déstabiliser encore plus un pays qui est déjà à genoux. Et à ces conflits internes s'ajoute une autre couche, les jeux d'influence des puissances étrangères. On a l'impression de revoir des scènes de la guerre froide parfois. C'est tout à fait ça. On a par exemple une accusation frontale rapportée par Revista Africa, Moscou qui accuse Paris d'orchestrer des coups d'État en Afrique. Et pendant que les uns s'accusent, les autres avancent leurs pions. C'est une reconfiguration permanente. On voit les États-Unis qui renforcent leur coopération militaire avec le Nigeria pour lutter contre l'État islamique. Avec des livraisons de matériel, du renseignement. Oui. Et Africa Express, d'ailleurs, ne fait pas que rapporter le fait. Ils le mettent en perspective avec une série sur le rôle historique des États-Unis dans le renversement de gouvernement. Le passé qui éclaire le présent, quoi. C'est un immense échiquier. Un échiquier à plusieurs niveaux, parce qu'il n'y a pas que les grandes puissances. Les rivalités régionales sont de plus en plus fortes. On a l'Égypte qui déploie des drones à sa frontière avec le Soudan, on parle de la compétition féroce entre l'Arabie Saoudite et les Émirats qui se joue au Somaliland, Ah oui, ou encore plus près le départ des militaires nigériens du Bénin après la tentative de coup d'État de décembre. Chaque événement est une pièce d'un puzzle géopolitique qui bouge sans arrêt. on parle de drones, de géopolitique, de grands équilibres, mais pendant ce temps, comment vivent les gens? C'est ça aussi qui est intéressant dans ces articles, c'est qu'on a des aperçus de la vie quotidienne. Et dans la rue, ça bouge. Énormément. On voit des sociétés civiles très actives. C'est frappant. En Égypte, par exemple, un article nous raconte le combat de 70 journalistes. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont en grève et en sit-in depuis 70 jours. Ils luttent contre des salaires de misère. L'article parle de l'équivalent de 20 à 40 euros par mois. Quoi? Alors que le minimum légal est à 140? C'est ça. C'est une lutte pour la survie. Au Kenya, c'est une grève des matatu, les minibus. L'article décrit Nairobi comme une ville paralysée. C'est le cœur des transports en commun là-bas. Ce sont les professionnels du cinéma et de la télé qui manifestent pour défendre leur secteur. 3 pays, 3 secteurs, mais une même réalité, des gens qui se battent. Et à côté de ces luttes très dures, il y a des histoires plus surprenantes. Celle qui m'a le plus étonné, c'est celle de la Banque centrale du Kenya. Ah oui. Je n'aurais jamais cru qu'une institution pareille doive publier un communiqué officiel pour dire aux gens « S'il vous plaît, arrêtez de mettre des billets de banque dans les bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin ». C'est fou, non? C'est un micro-fait social qui en dit long. Ça parle de culture populaire, du rapport à l'argent, c'est formidable. Et dans le même genre de modernité, il y a cet article sur iShowSpeed, l'influenceur américain. Ah, la tournée dans 20 pays africains. Exactement. Les mots utilisés sont délire chez les fans, mais aussi polémique. On est en plein dans la globalisation culturelle, avec tout ce qu'elle a d'enthousiasmant et de conflictuel. C'est la modernité dans toute sa complexité. Mais il y a aussi des initiatives qui répondent à des problèmes très concrets. J'ai été marqué par cet article sur un atelier à Dakar, au Sénégal. Racontez ? C'est un groupe de mères de famille qui a créé un atelier. Elles produisent des serviettes hygiéniques réutilisables. Le but est économique, bien sûr, mais il est aussi social. Briser les tabous sur les règles et permettre aux filles de ne pas manquer l'école. C'est de l'innovation sociale au meilleur sens du terme. Et ces changements de mentalité, on les voit aussi dans la loi d'ailleurs. C'est-à-dire, Les sources nous apprennent que l'Afrique du Sud prépare une grande loi contre le mariage des mineurs. Et de notre côté, de la Méditerranée, le Sénat français a approuvé une loi pour faciliter la restitution des biens culturels pillés en Afrique. ce sont des mouvements de fond, plus lents, mais qui sont là. Exactement. Des changements profonds. Cette loi sur la restitution, c'est une façon de réparer le passé, de soigner le patrimoine.
Mais en parallèle, le continent fait face à une menace bien présente qui risque de détruire son patrimoine naturel, les dérèglements climatiques. C'est le dernier grand thème et il est de plus en plus angoissant. On voit l'impact direct des événements climatiques extrêmes. En Tunisie, par exemple, le village de Sidi Bou Saïd, la carte postale. Avec ses maisons blanches et bleues. Eh bien, il est menacé par des glissements de terrain après des pluies d'une intensité folle. Il a fallu évacuer des habitants. On risque de perdre un joyau du patrimoine mondial. C'est ça. Au Mozambique, ce sont des inondations terribles. L'Union européenne a dû envoyer un cargo avec 88 tonnes d'aide humanitaire. Et en Afrique du Sud, encore des inondations qui ont fait d'énormes dégâts, même dans le parc national Kruger. La nature sauvage elle-même est touchée. Personne n'est à l'abri. Et ces catastrophes, ce ne sont pas des accidents isolés. Non, ça s'inscrit dans une tendance de fond. Une des sources cite un rapport de la FAO, l'organisation de l'ONU. Le chiffre est brutal. L'intervention humaine a causé la dégradation de près de la moitié des terres agricoles en Afrique. La moitié. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et ça met toutes ces crises en contexte. La dégradation des sols, c'est moins de nourriture, plus de pauvreté et donc potentiellement plus de conflits. Tout est lié. C'est un constat accablant. Et pourtant, au milieu de tout ça, on trouve une histoire qui redonne un peu d'espoir. Ou du moins qui change la perspective. Laquelle ? L'histoire de Truphena Muthoni, une militante écologiste kenyane de 22 ans. Elle est entrée dans le Guinness des records pour avoir fait le plus long câlin continu à un arbre. C'est une image incroyable, n'est-ce pas ? C'est ça qui est fort. D'un côté, on a ce rapport monstre de la FAO avec des chiffres qui nous écrasent, et de l'autre, on a le geste d'une seule personne. Un câlin. Ça peut sembler dérisoire, et pourtant, il y a une force là-dedans. Un acte de résistance poétique. C'est une très belle façon de le dire. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage dans la presse italienne ? On retient l'image d'un continent où tout semble se passer en même temps, et à toute vitesse. Oui, c'est une accélération permanente. On a des bourses qui jouent au yo-yo, des guerres d'influence, des citoyens qui se battent pour leur salaire, une jeunesse qui s'enflamme pour un influenceur, et des catastrophes climatiques. À côté d'actes de militantisme incroyables, le fil rouge, c'est la coexistence de réalités qui semblent totalement contradictoires. C'est exactement ça. Le tableau est celui d'une complexité et d'une rapidité de changement extraordinaire. La vraie valeur de ces lectures, c'est qu'elles nous obligent à tout tenir ensemble, sans simplifier. Oui, sans vouloir à tout prix trouver une seule narration. Voilà. Et ça amène à une question qui est peut-être plus importante que les faits eux-mêmes. Laquelle ? Même. La capacité du continent à vivre, à créer, à se battre au milieu de toutes ces contradictions à la fois. La vraie question devient alors, comment est-ce qu'on raconte une histoire qui a autant de facettes, sans la trahir ? RRF Chroniques africaines.